Alors, l'invité de la rédaction doit être normalement Nizar Dardabi. Il est analyste en stratégie internationale et cela à propos de la situation en Iran. Pour l'instant, nous n'arrivons pas à le joindre. Il faut être transparent avec vous, téléspectateurs. On n'arrive pas à le joindre. Il aurait dû rejoindre le bureau de Média TV à Rabat. Il n'est pas encore arrivé. On n'arrive pas à l'avoir non plus au téléphone. On espère en tout cas qu'il sera avec nous pour nous apporter son éclairage. Alors, rappelons, en attendant qu'on puisse le joindre, la situation en Iran. On vient d'en parler dans le journal. Donald Trump qui n'exclut pas d'intervenir militairement en Iran. En tout cas, il affirme que l'armée américaine est en train d'étudier toutes les options. Pendant ce temps, à Téhéran, le gouvernement appelle à des manifestations de soutien au régime. On ne connaît pas encore le bilan de ces manifestations. On parle de 200 à 500 morts. Certaines organisations non gouvernementales évoquent aussi le chiffre de 2000 morts. Mais Internet et le téléphone sont coupés depuis maintenant 3 jours. Donc difficile d'avoir les dernières informations en provenance du territoire iranien. Notez aussi que Reza Pahlavi, qui est le fils de l'ancien Shah d'Iran et figure de l'opposition iranienne qui est en exil aux États-Unis, a appelé les forces de sécurité iraniennes à rejoindre le peuple. Il l'a dit sur son réseau X, sur son compte X. Les employés des institutions publiques ainsi que les membres des forces armées et de sécurité ont un choix à faire. C'est ce qu'il a déclaré, soit se tenir aux côtés du peuple et devenir des alliés de la nation, ou alors se rendre complice des meurtriers du peuple. Reza Pahlavi qui se dit lui-même prêt à rentrer immédiatement en Iran s'il le faut pour mener une transition et permettre aux Iraniens de choisir leurs dirigeants. Notre invité est là. Bonjour Nizar Dardabi. Est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Ah, bon, on a cru qu'on ne vous retrouverait pas. Oui, je vous entends très bien. C'est un plaisir en tout cas de vous avoir en direct dans cette édition matinale de Média TV. Alors, la situation en Iran est très complexe, avec le régime iranien qui appelle à des manifestations pour soutenir le régime, avec de notre côté les manifestations qui se poursuivent, qui deviennent de plus en plus violentes, avec de la répression. Qu'est-ce qu'il faut en penser ce matin ? Alors, comme vous l'avez dit, ce n'est pas le premier épisode de révolte pour l'Iran. Dans les années récentes, on se rappelle des révoltes après la mort de l'activiste féministe iranienne Masha Arimi. Mais on peut estimer que maintenant c'est un point de bascule, tout simplement parce que l'Iran, le régime iranien, après les 12 jours d'échange de frappes aériennes avec tout d'abord Israël, ensuite l'attaque aérienne américaine qui avait visé, on se rappelle, les sites nucléaires en Iran, on sait que maintenant, militairement, l'Iran a beaucoup perdu dans ces épisodes que je viens de citer, mais aussi a perdu ses proxys. Et donc quand je parle de proxy, je parle bien entendu du Hezbollah. Donc le Hezbollah n'a pas été encore totalement éliminé, mais ses capacités militaires ont été fortement impactées. On sait que ses leaders, qu'ils soient politiques ou militaires, ont été éliminés par l'armée israélienne. Et donc tout ce contexte fait que l'Iran, qui était fort de ses proxys, de ses soutiens, qui en fait était utilisé comme une menace que l'Iran pouvait utiliser pour toucher soit les intérêts israéliens ou bien les intérêts américains. Oui, alors les autorités iraniennes, Nizar Dardabi, les autorités iraniennes ont tout de même menacé, en cas d'intervention militaire, ont menacé à la fois les États-Unis et Israël. D'ailleurs, l'état d'urgence a été décrété en Israël pour parer à toute éventualité. Et ce matin, enfin cette nuit, Donald Trump non seulement a dit que toutes les options d'intervention étaient en ce moment à l'étude,
de la part de l'armée américaine, ça c'est la première chose, mais il a aussi déclaré, et ça c'est important, que les autorités iraniennes ont téléphoné samedi, apparemment aux autorités américaines, pour dire on est prêt à négocier, et Donald Trump a ajouté qu'une réunion était en préparation. Ça veut dire quoi? Que le régime iranien a peur d'une intervention américaine qui pourrait sonner le glas de ce régime? À mon avis, comme je l'ai dit, le régime iranien a perdu sa capacité de riposte militaire et sa capacité de nuisance. Alors même dans le passé récent, jamais l'Iran n'a eu la possibilité en termes de capacité militaire à répondre à une attaque américaine. Toutefois, l'Iran avait, à travers ses proxys, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une capacité de nuisance, de bloquer par exemple les principaux passages par lesquels passe une grande partie des produits pétroliers. Et donc à travers ces proxys, le Hezbollah mais aussi les Houthis, le régime de Bachar al-Assad qui est tombé, l'Iran se voit maintenant acculé sur le plan international. Il a perdu à peu près tous ses soutiens. Et donc, l'Iran, à mon avis, essaye de gagner du temps. En sachant que une intervention américaine comme celle qui a été mise en place au Venezuela est beaucoup plus périlleuse pour les États-Unis. D'abord du fait de l'éloignement stratégique de la République d'Iran. Lors de l'intervention au Venezuela, les États-Unis ont intervenu dans un pays, dans leur proche entourage. Donc la projection de force à travers les porte-avions, mais également tout le soutien logistique a été facilité. Et je pense que le régime iranien est conscient de cette, je ne dirais pas cette lacune, mais cette difficulté des États-Unis de se projeter jusqu'au devant des côtes iraniennes pose quelque peu un frein. Et donc je pense que le régime iranien est en train de jouer la montre, à mon avis. Oui, alors jouer la montre tout en réprimant les manifestations. Et c'est cette répression qui pourrait déclencher justement une intervention américaine. Là, pour l'instant, et on le disait dans le journal, Internet et le téléphone sont coupés, ça fait maintenant 3 jours, donc on ne sait pas trop ce qui se passe. Il y a des ONG, des organisations non gouvernementales établies à l'étranger qui parlent de 200 à 500 morts pour certaines et peut-être même des milliers, jusqu'à 2000 morts, évoquent d'autres organisations non gouvernementales. Et cette répression, jusqu'où elle peut aller, sachant que les services de sécurité iraniens, et particulièrement, non pas ceux du gouvernement, mais ceux qui sont directement liés au Mollah, qui dirige aussi le pays, ont eux une capacité de nuisance très importante. Alors, c'est là où réside tout le problème, comme vous l'avez dit, c'est Rachid, c'est que les communications ont été coupées, donc l'Internet. On parle même d'une coupure d'électricité, parce qu'on sait qu'un certain nombre d'Iraniens, de l'élite, dans l'opposition, se sont dotés depuis quelques années d'accès direct au satellite Starlink, donc qui leur permet d'avoir une connexion à Internet malgré les coupures qui sont imposées par le régime. Toutefois, actuellement nous sommes dans un blackout total, puisque paraît-il les autorités iraniennes ont aussi coupé l'électricité. Les informations qui nous arrivent sont parcellaires, mais on va dire toute la communauté internationale, les principales agences de presse s'accordent pour dire que la répression elle est brutale, elle est sanguinaire. On parle de centaines, des chiffres sont évoqués comme plus de 500 morts. On sait que aussi, et c'est ce qui est un peu plus inquiétant, c'est que les gardiens de la révolution, donc c'est une partie de l'armée, mais c'est la partie de l'armée qui est la plus puissante en termes de capacité militaire, et c'est aussi la branche armée
si on veut dire, du régime des mollahs. Et justement, donc, on sait qu'il existe un véritable chaos sur place et on attend d'avoir des confirmations, mais toujours est-il que la situation est très délicate. Oui, alors situation très délicate évidemment, mais on va essayer de se projeter, si vous le voulez bien, alors au-delà même d'une quelconque intervention américaine, si le régime iranien venait à vaciller ou à être renversé, ça changerait totalement la donne dans cette région du monde. Alors effectivement, on peut parler d'abord d'une situation géostratégique. Les pôles militaires ou bien les puissances militaires importantes dans cette région sont d'abord Israël, qui est l'ennemi existentiel du régime des mollahs. On a aussi les puissances militaires que sont d'abord l'Arabie saoudite et puis dans un deuxième lieu les Émirats comme armée puissante des pays arabes. Et effectivement, en cas de chute de l'Iran, c'est une menace d'abord pour Israël, mais aussi pour ces pays, parce qu'on sait qu'il y a toujours cette rivalité entre les pays sunnites et l'Iran qui se veut le porte-étendard de toute la communauté chiite. Donc sur le plan uniquement militaire, effectivement, c'est une menace importante à ces pays, mais aussi à l'ordre international, parce qu'on sait qu'à chaque tension, l'Iran agite la menace de couper le trafic maritime, et on sait qu'une grande partie du trafic maritime concernant les hydrocarbures passe au large des côtes iraniennes. Oui, donc ça vous l'avez dit, hein, donc ça modifierait complètement la géopolitique et la géostratégie dans cette région. Un élément supplémentaire vient s'ajouter à tout cela, c'est celui de Reza Pahlavi, qui est le fils du défunt Shah d'Iran, qui est en exil aux États-Unis, qui joue un rôle politique d'opposition depuis déjà de nombreuses années, qui a lancé un appel aux services de sécurité pour rejoindre les manifestants. Il dit lui-même que s'il le faut, il rentrera en Iran pour essayer d'opérer cette transition dite démocratique en Iran. C'est à prendre au sérieux, selon vous ? Alors effectivement, comme vous l'avez dit, la première figure qui revient dans les débats au niveau de la communauté internationale, mais également dans les manifestations que mène maintenant la diaspora iranienne à travers des pays comme l'Europe et les États-Unis. Le nom qui ressort le plus souvent est celui, bien sûr, du petit-fils de l'ancien Shah d'Iran. Et dans tous les esprits, c'est automatiquement la solution, on va dire, la plus consensuelle. Tout simplement parce que le petit-fils de l'ancien Shah d'Iran a encore des relais dans le pays, et surtout que c'est la solution idéale pour les pays occidentaux et à leur tête Donald Trump. Toutefois, et d'ailleurs c'est ce qu'on a vu dans des manifestations en Europe, une frange de la gauche de l'opposition en Iran n'est pas d'accord pour remettre au pouvoir le petit-fils du Shah d'Iran, parce que pour eux c'est un retour en arrière, et une partie de la diaspora iranienne dans le monde demande qu'il y ait des élections, bien sûr, toujours c'est attaché, il faut bien sûr que le pouvoir des mollahs chute, et je pense aussi qu'on est peut-être un peu dans la précipitation, parce que je vois mal encore le régime des mollahs chuter dans les jours qui viennent.
Oui, alors Reza Pahlavi, c'est le fils de l'ancien Shah d'Iran et non pas le petit-fils, si je peux me permettre. Cette petite correction, c'est très. Effectivement. Ça reste très important parce que lui-même, il a connu cette période où son père était encore aux affaires en Iran. Et voilà. Donc, cette situation iranienne qui n'est pas inédite, vous l'avez rappelé vous-même au tout début de votre intervention, c'est pas la première fois que la population iranienne se soulève contre le régime, mais est-ce que ce n'est pas quand même la première fois que ça prend autant d'ampleur ? Alors effectivement, le passé récent de la République d'Iran a connu toute une série de manifestations. Peut-être on peut citer les plus importantes, celle de 2019, avec le Bloody November, donc le mois de novembre qui a été très sanguin, c'est l'épisode qui a connu le plus de répression et le plus de morts. On se rappelle en 2024 aussi tout le mouvement qui est né suite à la mort de l'activiste iranienne, mais la différence avec le mouvement qu'on est en train de constater maintenant, c'est qu'on a l'impression de l'extérieur, et d'ailleurs ce sont les retours qu'on a sur le terrain, c'est que toute la population s'est investie et a investi la rue, tout simplement parce que le citoyen iranien, toute confession différente, toute classe confondue, connaît de plus en plus de difficultés pour assurer des conditions décentes de la vie. On sait que l'inflation a atteint 50% cette année, en sachant que déjà la situation était précaire. Oui. Et, alors, comme vous avez dit, effectivement, comme vous avez dit, le mouvement est né des commerçants. Au départ, des commerçants iraniens. Et puis, surtout, ce mouvement a gagné le grand bazar de Téhéran. Et ça, c'est très important, puisqu'on a même parlé de tournant. Et puisqu'on évoquait le Shah d'Iran juste avant, c'est vrai que la chute du Shah d'Iran a démarré par la révolte dans le bazar de Téhéran. C'est l'histoire qui se répète. Effectivement, c'est très symbolique, comme vous avez dit, et on sait que toutes les révoltes dans l'histoire de l'humanité qui ont réussi, ce sont des révoltes qui ont vu une participation massive de toutes les couches de la population. Et maintenant aussi, ce qu'on remarque dans l'Iran, c'est que toutes les ethnies sont concernées. Alors, il existe encore en Iran une caste de privilégiés, donc ce sont tous les dirigeants, tous les cadres, bien sûr, du régime des mollahs. Il y a aussi toute la frange qui détient le pouvoir dans l'armée, enfin la branche armée qu'on appelle les gardiens de la Révolution. Et il faut juste rappeler un chiffre, c'est que les gardiens de la Révolution, qui est une branche armée d'élite, détient entre 20 et 40%, selon les chiffres que l'on a, de l'économie nationale. Donc c'est pour dire toute la mainmise qu'ont ces responsables, et c'est ce qui déclenche la colère de la rue, qui a de plus en plus de difficultés à assurer la nourriture, les services les plus importants. Et d'ailleurs, on a vu la colère des gens qui s'est manifestée par des bâtiments administratifs qui ont été attaqués et qui ont été incendiés. Et c'est inédit dans l'histoire de l'Iran récente. Nissar Dardabi, vous disiez tout à l'heure, le régime iranien a encore de quoi résister. En quoi, selon vous ? Alors, tout simplement parce que quand on veut essayer d'anticiper les scénarios à venir, on essaie de voir quels sont les pays dans l'histoire récente qui ont connu une révolte qui a été menée à bout. Et on prend par exemple le cas de la Tunisie ou bien d'autres pays, c'est le jour où l'armée a fait sécession du pouvoir et a poussé le dirigeant pour fuir le pays. Donc c'est le cas en Tunisie. Pour le cas de Bachar al-Assad, c'est toujours par les armes qu'on a réussi à chasser des dictateurs qui ont une assise très forte, militaire, économique, mais aussi religieuse dans le pays. Et comme je l'ai dit,
le scénario de voir l'armée, et surtout la branche armée la plus puissante qui est les gardiens de révolution, est quasiment impossible. C'est pour ça qu'une partie de la population en Iran appelle à l'intervention militaire américaine, parce que les Iraniens sont conscients que des révoltes, des manifestations ne pourront jamais aboutir si l'armée continue de protéger le pouvoir en place. Oui, alors le gouvernement iranien a appelé ses soutiens à descendre dans la rue pour manifester justement son soutien au régime actuel. Là aussi, c'est une tentative de démonstration de force pour tuer le mouvement dans l'œuf. Alors effectivement, d'ailleurs, cet appel a été appuyé par toute une propagande, parce que comme je l'ai dit, tous les moyens de communication ont été coupés, sauf bien sûr les télévisions d'État qui continuent de relayer la propagande du régime des Mollahs, qui dit que tout ce mouvement de contestation est le fruit de l'ingérence des États-Unis et d'Israël. Sauf que ce discours ne porte plus au niveau de la population, et que la population, toutes couches confondues, est vraiment convaincue que c'est le moment ou jamais, et qu'il faut pousser le régime jusqu'à la solution que désire tout le peuple iranien. C'est un changement de pouvoir qui doit arriver dans les plus brefs délais. Oui, et le tout sous la surveillance des voisins, les voisins de l'Iran, qui peut-être aussi sont peut-être un peu inquiets. Alors effectivement, à chaque fois qu'il y a un mouvement de contestation de cette nature, il y a une crainte de voir les crises et les tensions déborder, et surtout, cette crainte est liée au fait que tous les pays limitrophes connaissent, comme je l'ai dit tout à l'heure, le pouvoir de nuisance de l'Iran. Et à chaque fois qu'il y a une crise de l'Iran, l'Iran menace d'attaquer ou bien de riposter des pays voisins comme Israël, qui est l'ennemi existentiel, mais aussi les autres pays qui sont dans son entourage proche. Et on est habitué maintenant à voir l'Iran toujours brandir cette menace de déflagration régionale, et le message qui est en suspens, c'est-à-dire si vous nous poussez à bout, on est prêt à déstabiliser toute la sécurité de la région. Merci beaucoup Nizar Dardabi d'avoir été l'invité de la matinale de Medi 1 TV. Je rappelle que vous êtes analyste en stratégie internationale. Merci encore et excellente journée à vous.